Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce cinquième webinaire de l'année 2024. Nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois Cédric Philibert, qui fut journaliste avant d'exercer ses talents d'économiste à l'ADEME, puis à l'Agence internationale de l'énergie. Le prétexte de cette visite matinale est la publication de son huitième opus, si j'ai bien compris, consacré à la voiture électrique. Le titre, vous l'avez à l'écran, Pourquoi la voiture électrique est-elle bonne pour le climat? De longue date, cette voiture électrique a été, vous savez, au cœur de nombreuses polémiques. Chacun y allait de son bilan carbone, de son analyse du cycle de vie. Les constructeurs de batteries accusés de piller les pays pauvres et de saccager l'environnement. Les écolos accusant la voiture électrique d'assurer la prolongation de la voiture individuelle avec ses effets inévitables sur l'urbanisme, la voiture dans les villes, l'étalement urbain, la construction de nouvelles routes, etc. Maintenant, par les usagers ou ceux qui aimeraient bien, son rayon d'action est estimé insuffisant pour remplacer la voiture à moteur thermique. Elle surcharge trop lentement, selon certains. Les bornes de recharge ne fonctionnent d'ailleurs pas toujours et l'électricité y est vendue très cher. Ces pneus émettent aussi des particules fines et désormais la voiture électrique est le cheval de Troie en Europe des constructeurs chinois. Demain, les millions d'héritières de la jamais contente seront probablement aussi accusés de perturber les réseaux électriques et l'équilibre entre l'offre et la demande. J'arrête là le réquisitoire. On le voit, l'arrivée de la voiture électrique sur les routes et les parkings, avec ombrière solaire d'ailleurs, se fait au son des cris des Cassandres. Cédric Philibert, est-ce que toutes ces critiques sont vraiment infondées? Alors, bonjour à tous d'abord, et merci pour l'invitation. Euh, la plupart sont largement infondées. Après, dans quelques-unes, il y a un fond de vérité, il y a une situation qui évolue assez rapidement, mais c'est vrai que l'autonomie des véhicules électriques a posé problème et qu'elle continue quelque part de le faire si on la compare effectivement à un réservoir diesel qui peut aller jusqu'à 800 km. Bon, mais après, il y a peut-être des petits changements d'habitude à supporter. On va voir. Alors, donc, il y a des questions qui sont parfaitement légitimes. Le coût des voitures électriques aujourd'hui, donc leur autonomie, leur fonctionnement en hiver, des choses comme ça. Mais beaucoup d'autres critiques sont totalement infondées, totalement imaginaires. Le, le- la question, par exemple, sur l'équilibre offre-demande sur le réseau électrique, euh, alors, sauf situation exceptionnelle qui peut effectivement arriver, ça va plutôt être une aide formidable parce que c'est une puissance et un volume de batterie cumulé important qui va au contraire aider à intégrer davantage d'énergie variable sur le réseau et donc de mieux mettre en rapport l'offre et la demande d'électricité. Voilà, un exemple parmi beaucoup d'autres, mais je vais vous expliquer tout ça tranquillement. On prend je sais pas combien de temps on me donne pour faire un peu le tour et puis après je répondrai à vos questions. On peut faire un premier tour en une demi-heure et puis on Très bien, enchaînera sur la séance de questions-réponses. très bien. Donc je pense que vous voyez mon écran et que donc je peux faire une petite présentation. Euh, j'ai- pour rappeler rapidement mes épisodes précédents, en 90, j'ai publié deux livres en français sur le changement climatique et les renouvelables, deux sujets qui sont donc associés chez moi depuis extrêmement longtemps. Ça fait très longtemps que je pense que les renouvelables vont nous permettre de répondre assez largement à la question du changement climatique. Et je dois dire que chaque année qui passe me renforce dans cette vision. Après, j'ai travaillé longtemps à l'Agence internationale de l'énergie, donc j'ai plutôt écrit en anglais. Donc au début, j'ai travaillé sur les formes des accords, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir après Kyoto, comment ramener les Américains, comment ramener les pays en développement dans les accords. Est-ce que les échanges de permis d'émission, ça allait permettre d'avancer? Est-ce qu'il fallait mettre des prix plafonds, des prix planchers dans les systèmes d'échange? Voilà, ce genre de questions. Et puis, je suis revenu aux énergies renouvelables à partir de 2010 essentiellement. J'ai travaillé sur ce livre Solar Energy Perspectives qui, au fond, préfigure un peu ce que l'AIE a sorti 10 ans après avec son Net Zero Emissions, son scénario Net Zero. J'ai fait des feuilles de route technologiques sur le solaire thermodynamique à concentration, sur l'hydroélectricité, sur l'éolien et évidemment sur le photovoltaïque. Après, je me suis consacré
à l'industrie parce que c'était le domaine le moins abordé. Il y avait des gens qui travaillaient sur le transport, sur le bâtiment, mais personne ne regardait vraiment comment on allait faire du ciment, de l'acier et généralement tous les objets industriels à partir essentiellement d'électricité d'origine renouvelable. Donc c'est ça que j'ai voulu regarder et ça m'a amené à l'hydrogène. Qui est utile dans l'industrie et qui n'est pas très utile dans les transports, comme on va le voir. Voilà en gros ma carrière. Après, j'ai quitté l'AIE et je me suis dit, il faut que j'écrive à nouveau pour le public français. J'ai d'abord fait un livre pour défendre les éoliennes qui me paraissait l'objet de la transition énergétique le plus injustement attaqué. Et donc maintenant, ce livre sur la voiture électrique qui est également injustement attaquée. Donc là, je vous montre très rapidement le sommaire, mais je vais plutôt en fait le détailler avec quelques slides sur chaque chapitre. Donc je commence tout de suite, puis on reviendra au sommaire après si vous voulez pour vos questions. Dans l'introduction, j'explique que la voiture électrique est sous des feux croisés en but à l'hostilité d'une part des gens qui ne veulent surtout pas changer, qui veulent rester sur le thermique. Et évidemment, les compagnies pétrolières sont extrêmement actives dans la diffusion de mauvaises informations, de fausses informations sur la voiture électrique. Elles passent leur temps à ça, concoctent des fake news dans les think tanks américains qui sont financés par Big Oil. Et malheureusement, beaucoup de ces fake news sont reprises chez nous et ailleurs y compris par beaucoup d'écologistes ou de gens sincèrement qui se laissent bluffer par beaucoup de ces fake news. Et puis, vous avez les gens qui sont hostiles à la voiture en général, ce que je comprends et partage dans une certaine mesure, mais qui, du coup, retournent leur colère, non pas contre les voitures en général, mais contre les voitures électriques en particulier, parce que ça leur paraît le summum de l'hypocrisie. Vous voyez l'attentat récent contre Tesla en Allemagne. Il n'y avait pas eu d'attentat contre des fabricants de voitures thermiques depuis des décennies. Voilà. Là, je pense qu'il y a une dérive qui est quand même assez inquiétante. Donc, j'ai voulu expliquer pourquoi cette voiture électrique qu'on a cherché depuis plus d'un siècle, qui arrive enfin, qui est enfin au point et qui est un grand signe d'espoir, en fait, est attaqué de partout et donc la défendre. Alors, dans le premier chapitre, je reviens rapidement sur le changement climatique. Je commence par me moquer un petit peu de notre bon président qui avait ouvert ses vœux en disant qui aurait pu prédire tous les dégâts du climat qu'on a eu en France et d'ailleurs dans le monde ces deux, trois dernières années. Bon, bah, qui aurait pu prédire, évidemment, le GIEC l'a prédit depuis 30 ans. Moi-même, dans ce livre en 90, etc., sans mérite, j'avais repris ce que disaient les scientifiques. Donc, on le savait. En même temps, c'est vrai que les choses sont allées presque plus vite. Tout à coup, il y a une accélération qui s'est fait sentir et qui a surpris jusqu'aux climatologues chevronnés. Mais dans ce chapitre, j'observe surtout le déplacement du climato-scepticisme. Pendant des années, on a des gens qui ont fait profession de dire mais non, on ne peut pas changer le climat, c'est l'orgueil de l'homme qui dit ça, mais la nature est plus forte, etc. Bon, alors il y avait d'une part une littérature scientifique de plus en plus écrasante qui montrait le contraire, et puis surtout depuis quelques années, donc avec tous ces dégâts, je crois que le changement climatique est évidemment là et que plus personne ne peut vraiment le contester. Par contre, ce qui est attaqué, ce sont les solutions. Ce sont les renouvelables, ce sont la voiture électrique. C'est tout ça qui est attaqué maintenant. On a tendance à dire, oui, mais il ne faut pas regarder que le climat, il faut regarder l'ensemble des problèmes, ce qui est vrai, mais ce qui amène trop souvent à récuser les solutions concrète et pragmatique pour le climat au nom d'une analyse systémique qui finalement aboutit à ne rien faire du tout. Voilà, c'est ça que j'explique un peu dans ce chapitre où je mets en garde contre cette tentation à vouloir trop globaliser, on finit par ne plus rien faire et à mettre dans le même sac les causes du changement climatique et les remèdes. Et c'est quand même extrêmement problématique. Dans un deuxième chapitre, je regarde un peu l'histoire de la voiture et sa place en France et dans le monde. Donc là, j'ai ici le pourcentage des émissions de CO2 en France.
Vous voyez que les voitures particulières, c'est 16%, les poids lourds, c'est 6%, les véhicules utilitaires, c'est 5%, donc c'est considérable. L'aérien, c'est 1%, mais il s'agit que des vols intérieurs, hein, l'international n'est pas compris. Euh, et au fond, quand on regarde de près, alors ça, c'est ce qu'on appelle les émissions territoriales. Il faudrait ajouter l'empreinte globale avec les importations. Ce serait, du coup, les transports, ça serait un petit peu plus faible. Mais fondamentalement, ce qui importe, c'est que c'est le seul secteur où les émissions croissent. Alors que dans tous les autres secteurs, les émissions diminuent. Pas assez vite, bien entendu, mais voilà, elles sont orientées à la baisse. Dans le transport, elles sont orientées à la hausse. Et alors, il faut regarder d'un peu plus près pourquoi et s'interroger sur les déplacements, regarder le rôle des déplacements alternatifs, la marche à pied, le vélo, le train, les transports en commun urbains, etc. Et c'est important de faire ça. Je fais ça assez longuement dans le troisième chapitre. J'évoque Ivan Illich, j'évoque André Gorz, j'évoque tous les grands penseurs du monopole radical de la voiture, qui est évidemment critiquable. La place de la voiture dans les villes est évidemment critiquable, etc. Mais là aussi, je mets en garde contre pas les fausses solutions, mais les solutions qui ne sont pas à la hauteur du problème. Nous avons dans le monde 1 milliard de véhicules. En France, euh, ça correspond ça fournit 80% des voyages en voyageurs kilomètres. On peut déplacer ça, mais c'est très long, c'est très difficile et nous avons une urgence climatique. Nous avons 20 ou 30 ans pour ramener nos émissions euh, aussi proches de zéro que possible. Et on ne pourra pas faire ça uniquement avec ces solutions qui se développent, hein. Je vois le vélo, d'ailleurs, c'est depuis qu'il y a une assistance électrique au vélo qui marche si bien. Le vélo cargo pour la livraison de biens les kilomètres. Bon, les transports en commun qui progressent. Euh, mais voilà, qui progressent parce qu'on fait beaucoup d'efforts, mais on voit que ces efforts, ça amène à voilà, 5% des déplacements. Alors peut-être qu'on pourrait les doubler, peut-être qu'on pourrait augmenter les transports ferrés aussi pour les voyages de longue distance. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse vraiment euh, Aurélien Bigot, qui est un chercheur sur le domaine des transports, a une jolie formule. Il dit la voiture électrique est l'avenir de la voiture, mais la voiture n'est pas l'avenir de la mobilité. Mais cette dernière formule est jolie, mais elle n'est pas tout à fait exacte. Parce qu'il y a gros à parier que dans 20 ans, on aura encore une large majorité, alors peut-être pas 80%, peut-être qu'on aura réussi à baisser ça, mais une large majorité de déplacements qui sera effectuée en voiture. Alors, il y a aussi des gens qui disent oui, mais il faut des petites voitures, que des voitures intermédiaires. Il faut adapter la voiture à chaque usage, mais c'est pas très facile d'avoir trois voitures selon l'usage qu'on en fait, selon qu'on est un, selon qu'on est deux, selon qu'on est cinq avec un chien et des skis. Voilà, c'est théoriquement juste et pratiquement, c'est assez difficile de penser qu'on va tous faire de l'autopartage et tous faire de la location de voitures pour les grands déplacements, etc. Voilà. Donc, je mets en garde dans ce chapitre-là, j'analyse ça d'assez près. Ensuite, je raconte l'histoire de la voiture électrique et comment l'arrivée de la batterie lithium-ion change beaucoup de choses parce qu'elle est à la fois plus légère et de plus petite taille pour une quantité d'énergie beaucoup plus importante. Et comment, avec le lithium-ion, la Tesla d'une part, la Zoé, la Leaf d'autre part, il y a déjà presque une quinzaine d'années, vraiment changé les perspectives des voitures électriques qui auparavant étaient des batteries au plomb, puis au nickel-cadmium, puis au métal hydrure, et qui quand même avaient une très faible autonomie, un poids très élevé, etc. Voilà, donc on a un vrai changement, et en plus on a un changement de prix qui est considérable dans le même temps. Le prix des batteries s'est effondré aussi vite que celui des panneaux photovoltaïques, ce qui n'est pas peu dire, et ce qui explique une grande partie du succès actuel de la voiture électrique. Cette évolution des batteries est très loin d'être terminée. Et par exemple, on voit que les métaux qui posent certains problèmes sociaux ou environnementaux, comme le cobalt ou le nickel, sont de moins en moins utiles dans les batteries. Alors, en valeur absolue, leur consommation augmente. En valeur relative, elle diminue, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de batteries qui en utilisent moins dans les batteries les plus performantes, qui sont les batteries NMC, comme on dit. Mais on voit aussi l'émergence de nouvelles batteries qui n'utilisent ni nickel ni cobalt, comme le lithium fer phosphate, qui représente déjà 40% du marché,
et puis derrière, peut-être le sodium-ion. Voilà, on y reviendra si vous voulez. Je passe ensuite au chapitre suivant, c'est sur les routiers, c'est-à-dire sur les camions, parce que c'est une chose de déplacer les gens, mais c'est une chose aussi de déplacer les choses. Et déplacer les choses, ça restera, c'est pareil, ça restera indispensable. Donc, peut-être qu'on est allé trop loin dans la division du travail international ou même la division entre régions. Peut-être qu'on peut faire beaucoup mieux de ce point de vue-là et qu'on peut réduire le trafic. Euh, c'est très difficile de remonter sur le fret. Bon, on est descendu à 10% parce qu'on transporte de moins en moins de pondéreux. Alors, il y a des excès, bien sûr, il y a beaucoup d'excès. Il y a le J+1 qui est un excès, il y a la commande, voilà, il y a la vente sur Internet avec les renvois, quand ça ne va pas, etc. Ça multiplie le trafic sans apporter vraiment un plus. Mais sans camion, nos grandes agglomérations meurent de faim. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et donc, on va pas non plus là, on peut peut-être inverser les tendances, mais on ne va pas les renverser complètement et on aura besoin de camions. Alors, au sujet des camions, qu'on préférerait limiter à 40 tonnes ou 44 tonnes et pas à 60, hein, je fais allusion au vote récent du Parlement européen, j'en profite pour regarder les alternatives. Alors, certains pourront s'étonner que je n'ai pas parlé des alternatives à l'électricité à propos des voitures, c'est parce qu'elles sont déjà out en réalité. La voiture hydrogène est complètement out et les biocarburants bah, sont au maximum et même on commence à vouloir les réduire. Donc, c'est pas là que sont les solutions. Euh, Alors que pour les camions, elles restent un peu sur la table. Il y a encore pas mal de gens qui disent, mais on va faire avec du biogaz, on va faire avec des biocarburants, on va faire avec de l'hydrogène. Donc, c'est à cette occasion que je regarde les alternatives. Et je commence par vous offrir cette petite comparaison entre l'efficacité à l'hectare des biocarburants et de la voiture électrique, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc, dans un premier cas, on va faire de l'éthanol, et voilà, on fait 3500 litres par an et par hectare d'éthanol. Dans l'autre cas, on va faire du photovoltaïque en agrivoltaïsme ici, avec des moutons, et on va avoir 1200 mégawattheures par an environ d'électricité. Alors, ensuite, on a des véhicules. Vous savez que bon, pour l'éthanol, ça prend un peu plus de litres que l'essence. C'est plutôt 8 litres au 100 pour une voiture type et c'est 17. Alors, on peut discuter, c'est 15, c'est 20 kilowattheures au 100 km pour une voiture électrique. Et si on fait le rapport, ben, on s'aperçoit que dans un premier cas, avec 1 hectare, on va faire rouler une voiture sur 42 600 km. Et dans l'autre cas, sur 7 millions de kilomètres, donc c'est symbolisé par cette flèche. Et ici, vous voyez tout ce qu'on peut parcourir avec 1 hectare de photovoltaïque. C'est quand même un ratio extrêmement impressionnant. Dans le livre, je donne un autre calcul et j'en cite d'autres. Et en fait, toutes les études convergent pour dire qu'avec le photovoltaïque et une voiture électrique, on fait entre 100 et 300 fois plus de kilomètres qu'avec des biocarburants mis dans le réservoir d'une voiture thermique. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte si on veut s'intéresser aux surfaces artificialisées. D'ailleurs, je ne sais pas laquelle est la plus artificialisée des deux. Il n'est pas exclu que ce soit la surface de bioéthanol avec ce qu'on doit mettre dedans comme engrais et comme produits chimiques. Autre alternative, l'hydrogène et les carburants de synthèse, les e-fuels, produits à partir d'électricité. Et là, on peut regarder le bilan euh, qu'on a avec l'électricité. Dans un cas, on démarre avec 1 kWh d'électricité, on transporte, on stocke et on met ça dans une voiture électrique et on se retrouve avec, in fine, environ 0,7 kWh d'électricité utile à la propulsion. Dans les autres cas, si je fais de l'hydrogène, bah, j'ai l'électrolyse et puis après j'ai le transport qui est compliqué parce que c'est difficile à transporter. Et puis ensuite j'ai une pile à combustible, un moteur électrique. Je me retrouve avec 2 à 3, 0,2 à 0,3 kWh d'énergie utile. Et puis si je fais des carburants de synthèse, alors là c'est encore pire. Là j'ai mis le méthane, mais j'aurais pu mettre un carburant liquide avec un procédé dit Fischer-Tropsch où je prends du carbone. Alors déjà d'où vient ce carbone? C'est une longue discussion. Mais l'efficacité déjà du kilowattheure, elle tombe à 0,1, 0,2. Donc elle est encore plus basse. Alors, c'est pas pire que l'hydrogène parce qu'on peut aller chercher cet hydrogène, ces carburants plus loin dans des régions où l'hydrogène va coûter moins cher à fabriquer. Mais globalement, ça ne tient pas la route par rapport à l'électricité. Euh,
je n'ai pas dit, mais je le mentionne quand même rapidement, c'est que les camions aujourd'hui, les camions à un chauffeur aujourd'hui sont tout à fait électrifiables et électrifiés, avec d'ailleurs du lithium fer phosphate. Vous en avez un ici qui fait la journée de travail, c'est-à-dire qu'avec la réglementation qu'on a en Europe sur les temps de repos des chauffeurs, eh bien, le camion peut parfaitement suivre, c'est 4h30 le matin, trois quarts d'heure pour se recharger de 20 à 80% la batterie et le chauffeur. Et puis ensuite finir le parcours dans le temps de travail autorisé en Europe. Le seul problème, ce qui échappe, mais c'est très faible en Europe, c'est les camions qui auraient plusieurs chauffeurs qui se relaient. Alors là, effectivement, aujourd'hui, l'électrique ne peut pas suivre aussi rapidement, mais c'est vraiment très minoritaire et je ne sais pas si c'est très utile. Voilà, j'en arrive aux questions écologiques proprement dites. Dans ce chapitre 6, je regarde le bilan CO2. Et bon, alors là, je vous ai montré l'analyse de transport et environnement. La mienne, dans le livre, est un tout petit peu différente, mais je ne vais pas m'attarder sur ces toutes petites différences. J'ai pris un peu moins une durée de vie un peu plus courte. Je n'ai pas inclus le recyclage en déduction de la fabrication. Voilà, c'est les différences. Mais vous voyez qu'en gros, alors, ce qui se passe, c'est qu'une voiture électrique prend plus d'énergie à fabriquer et donc elle émet plus de CO2 dans sa fabrication. C'est essentiellement la batterie qui explique ça. Mais ensuite, elle va consommer de l'électricité et selon le contenu en carbone de cette électricité, elle va être responsable de plus ou moins d'émissions CO2 indirectes. Mais dans le pire des cas, c'est-à-dire une batterie qui est fabriquée en Chine et puis qui est ensuite consommée en Pologne, qui est un des pays d'Europe qui a le plus fort taux de charbon dans son mix, eh bien, on a quand même une réduction des émissions de CO2 d'un peu plus d'un tiers. Et puis ça va vers 80% en Suède, en France, la Norvège, ce sera encore mieux. Et surtout si la batterie est construite chez nous. Mais ça fait une toute petite différence. Parce que l'essentiel des émissions, ce sont les émissions, euh, ici en tout cas, ce sont les émissions de la production d'électricité. Voilà. Donc, il y a un gros avantage sur le CO2. Et cet avantage, en fait, il faut, pour vraiment le mesurer, il faut prendre en compte deux choses très importantes. La première chose, c'est la rapide décarbonation des systèmes électriques. Alors vous allez dire, on l'a toujours pas vu, on a eu encore des émissions en 2023 plus hautes que jamais. Elles ont augmenté de 1%. Sans les renouvelables, sans l'explosion des renouvelables, elles ont augmenté de 5%. Et on arrive au point où ça va s'inverser. Et ensuite, c'est le charbon qui va s'écrouler dans les années qui viennent, en Chine comme ailleurs. Et vous voyez ici le caractère tout à fait explosif de la part du développement des renouvelables. Vous avez ici le développement du solaire, hein, les quantités ajoutées chaque année en termes de gigawatts dans le monde qui ont été ajoutés. Donc, voilà, et on était en 2010 à 18 gigawatts, on était en 2017 à 100 gigawatts, on est aujourd'hui à 440 gigawatts et on va vers le terawatt annuel, ce qui est quand même très important. C'est 1000 gigawatts, c'est quand même considérable. Le vent essaye de suivre, il ne suit pas tout à fait, mais si je prends le total des renouvelables, je suis parti de moins de 20%, je suis aujourd'hui à 30% dans la production électrique mondiale et je vais vers 40% dans 4 ans à peu près. Voilà. Et par ailleurs, donc il faut tenir compte de ça, parce qu'une voiture qu'on met en service aujourd'hui, elle va consommer de l'énergie pendant les 15 ans qui viennent, et évidemment, cette énergie va être de moins en moins carbonée. Et par ailleurs, la présence des batteries dans les voitures fait que si on donne aux gens les signaux économiques nécessaires, c'est-à-dire qu'on donne une incitation à consommer, en fond, il faudrait qu'on ait des signaux prix qui reflètent les coûts de produire l'électricité. Comme les coûts les plus faibles sont ceux des énergies renouvelables, le coût variable est quasiment nul, eh bien, spontanément, les gens s'orienteront chaque fois que c'est possible, c'est pas toujours possible, mais chaque fois que c'est possible, vers l'électricité la moins chère pour remplir leur batterie, et cette électricité sera décarbonée. Et donc, en fait, le bilan écologique de la voiture électrique sera bien meilleur que ce que donnent les études qui prennent en compte le contenu carbone moyen de l'électricité.
J'en viens à la question, l'autre question qui fâche, la question des métaux. Euh, D'abord pour dire que ici, on montre la totalité des tonnages de roches extraites, le travail d'extraction proprement dite, et on voit que dans la transition énergétique, il va diminuer. Pourquoi? Parce que le charbon va s'effondrer. Le charbon, c'est 8 milliards de tonnes de charbon, mais c'est 50 milliards de tonnes de roches déplacées chaque année pour extraire du charbon. Et ça va s'effondrer. Ça va compenser l'augmentation des métaux dans la production d'électricité, parce que les éoliennes, le réseau électrique, les panneaux solaires, ça consomment un peu plus de métaux que les centrales électriques, qui, elles, consomment surtout du gaz ou du charbon, et pas tellement des métaux. Alors, par contre, si je prends les transports, j'ai l'effet inverse, c'est-à-dire je vais baisser la consommation de pétrole, mais je vais augmenter la consommation de métaux de façon significative. Pourquoi? Parce qu'une voiture électrique, c'est 5 fois plus de métaux à peu près que une voiture thermique. Si j'isole les transports, j'ai une augmentation de l'extraction minière. Si je rapporte ça dans le contexte général de la transition énergétique, je prends ensemble les combustibles fossiles et les métaux pour la transition énergétique, et là, j'ai une réduction de l'extraction minière, contrairement à ce que j'entends trop souvent. Alors ensuite, de quels métaux s'agit-il? Ça, c'est important d'avoir une idée de ce que représente l'extraction minière aujourd'hui. Ici, on a les tonnages totaux de concentrés métalliques, ce qui est vraiment extrait du sol avant d'être traités pour en extraire le métal. Et on les a ici en quantité. Donc, il s'agit de 3 milliards de tonnes pour le concentré de fer, 2 milliards,7 de tonnes pour le concentré de cuivre et 2 milliards de tonnes pour les concentrés en or. Tout ça pour obtenir des quantités extrêmement différentes parce que les teneurs de ces métaux dans ces roches sont extrêmement différentes. Donc, le fer, on a 2,5 milliards de tonnes de fer, ça va devenir ensuite de l'acier. Le cuivre, c'est 21 millions de tonnes. Et puis l'or, ben, l'or, c'est très rare, donc c'est cher. C'est 300 000 tonnes d'or. Mais ensemble, ces trois métaux représentent 80% de l'extraction minière. Et puis après viennent tous les autres. La bauxite pour l'aluminium, le zinc, le nickel, le platine, l'uranium, le plomb, le titane, etc. Le lithium ne figure même pas ici, le cobalt non plus, parce que c'est en général un coproduit de l'exploitation du cuivre. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'au fond, on nous dit certains métaux, dans la transition énergétique, leur demande va croître. Alors, parfois, on nous sort des facteurs multiplicatifs qui ne représentent que la demande des secteurs concernés, du secteur de la transition énergétique. Alors là, ça peut être important, ça peut être 20 fois plus, par exemple, mais la demande totale de ce métal va être de 4 fois plus ou 5 fois plus seulement. Alors, moi, c'est important, mais on part de très bas, on part de métaux qui sont à peine visibles ici, sauf le nickel. Et puis, sauf le cuivre. En fait, le vrai problème de la transition énergétique, c'est le cuivre, parce qu'il est présent partout, dans les voitures électriques, bien sûr, les moteurs, les batteries, mais aussi dans les réseaux électriques, mais aussi dans les pompes à chaleur, les échangeurs de chaleur dans l'industrie. Voilà, il est partout parce que c'est un métal facile à travailler. C'est le plus ancien métal travaillé par l'homme, mais il est bon conducteur d'électricité, bon conducteur de chaleur. Donc, dans la transition énergétique vers plus d'électricité ou plus d'informations, eh bien, il est omniprésent. Et donc, ça vaut le coup de s'arrêter 2 minutes sur le cuivre, parce que là aussi, il y a beaucoup d'incompréhension. Euh, En 70, on exploitait des gisements avec une teneur en cuivre de 1,7%. Et on estimait alors les réserves à 280 millions de tonnes. Et puis les ressources, alors les réserves, c'est ce qui est exploitable hein, dans des conditions économiques et techniques de l'époque. Puis les ressources, c'est ce qu'on pense avoir identifié en plus, mais qui n'est pas il est immédiatement exploitable. Alors, on avait ces réserves-là. Aujourd'hui, on exploite des gisements avec une teneur en cuivre de 0,6-0,7%. Donc beaucoup de gens en concluent, ah, on approche de la fin, il n'y a plus de cuivre. En réalité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le progrès technique depuis 50 ans a permis d'extraire le cuivre de gisements beaucoup plus pauvres, avec la même quantité d'énergie, et au passage avec des teneurs en CO2 moindres. Mais la même quantité d'énergie, ça nous suffira comment? Parce que le résultat, c'est que comme il y a beaucoup plus de gisements pauvres que de gisements très riches, eh bien, les gisements exploitables ont considérablement augmenté. Euh, et la preuve, c'est ce qui s'est passé depuis 50 ans. On a extrait 650 millions de tonnes de cuivre, c'est-à-dire le double
de ce qu'on estimait être des réserves. Et les réserves, maintenant, on les estime à 890 millions de tonnes. Et puis les ressources identifiées à, au total, plus de 5 milliards de tonnes. Euh, voilà, alors ça ne veut pas dire que euh, on on aura, on n'aura pas de problème à sortir le cuivre assez rapidement, mais on aura le cuivre dont on aura besoin dans la transition énergétique. Et je voudrais ajouter que c'est un problème transitoire parce que derrière, il y aura le recyclage. Là, je voudrais simplement illustrer le fait que de plus en plus, on va utiliser la même quantité d'énergie et moins de CO2 parce qu'on va mettre du solaire thermique pour traiter le minerai de cuivre au Chili. On va mettre des camions électriques, vous savez, ceux qui transportent 450 tonnes de roches sur leur dos, ici avec des caténaires, ici avec des batteries. On commence à électrifier le travail minier de la même façon qu'on va électrifier l'ensemble des processus industriels. Euh, et puis derrière, il y aura du recyclage. Mais ça, le problème, c'est que c'est pas tout de suite. C'est-à-dire que dans les 30 ans qui viennent, on va devoir extraire pas mal de métaux, effectivement, pour répondre à la demande. Pourquoi? Non pas parce que on ne sait pas faire le recyclage, c'est faux, on sait faire. Euh, non pas parce qu'on n'a pas, on n'investit pas dans les filières de recyclage, on investit et c'est obligatoire et les Chinois ont commencé bien avant nous, etc. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas assez de matériaux à recycler. Parce qu'aujourd'hui, on a les voitures qui ont 15 ans d'âge. Et les voitures qui ont 15 ans d'âge, bah, c'est les premières, c'est les plus vieilles Zoé, les plus vieilles Leaf, les plus vieilles Tesla, mais c'est des tout petits chiffres à côté des besoins actuels. Et donc, on a des filières qui sont ici avec des capacités de recyclage qui sont importantes. Ici, on a le lithium comme illustration. Et puis ici, on a le matériau à recycler dont on dispose, c'est-à-dire les batteries en fin de vie et puis les déchets de production. Et vous voyez que c'est largement en dessous des capacités des filières de recyclage. Donc le recyclage n'est pas un problème, ce sera à terme d'abord une solution pour éviter des dégâts à l'environnement, mais aussi et surtout une solution pour progressivement, à partir de 2040, euh, prendre la suite de l'exploitation minière qui pourra alors commencer à diminuer pour être remplacée en bonne partie par le métal de recyclage. Une des grosses différences entre l'exploitation minière et des fossiles et l'exploitation minière des Oui, métaux, c'est oui, que, ça va. euh, Oui, oui, j'ai bientôt fini, c'est que les parfait. fossiles ont... Allez, t'as bisous. Jacques Laverne, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Oui, pardon. Alors, je ne sais pas. Ah, voilà. Merci. Euh, voilà, donc voilà pour le recyclage. Alors j'ai encore un chapitre qui parle de la menace chinoise. Est-ce que on offre les clés de l'industrie aux Chinois? Ce qui est sûr, c'est qu'il est temps d'offrir des modèles pas chers, hein, en Europe et aux États-Unis, parce qu'il y a très peu de modèles pas chers, alors qu'en Chine, ils sont là depuis un moment. Et effectivement, si on ne... Bon, mais c'est en train d'arriver avec la IC3, avec la R5. euh, on arrive maintenant à des modèles, effectivement. Voilà, donc la voiture abordable arrive et il est grand temps en effet. Si je regarde les exportations chinoises dans le monde, elles ont effectivement beaucoup augmenté depuis 2020, mais surprise, 1 million de voitures sur 4 millions de voitures exportées par les Chinois seulement est électrique. Donc c'est pas l'électrification qui fait que les Chinois arrivent dans le domaine, c'est leur capacité industrielle propre, c'est leur volonté de se mettre sur le marché automobile parce que euh, voilà, c'est un vaste marché. Cela dit, on a eu le Japon avant, on a eu la Corée. Euh, on vit dans un monde globalisé. Il y aura des voitures chinoises, bien sûr, sur nos routes, mais il n'y a aucune raison de penser qu'on est condamné à une parfaite invasion. Le vrai problème qu'on a, c'est le raffinage des métaux. Euh, on ne raffine plus beaucoup de métaux en Europe ni aux États-Unis. On a abandonné cette industrie à la Chine et on le voit ici. La Chine n'est pas du tout dominante en termes d'extraction minière, sauf sur les terres rares.
Euh, Maintenant, elle est quand même présente dans les autres, le nickel, le cobalt, le cuivre, elle est quand même présente par l'intermédiaire de ces sociétés qui opèrent dans ces pays, dans les pays de production. Mais par contre, sur le processing, elle est largement dominante et ça, c'est une vraie source d'inquiétude et sur laquelle il faut impérativement travailler. Ce qui veut dire produire des métaux chez nous, ce qui veut dire apprendre à les traiter chez nous avec le moins de dégâts possible pour l'environnement, bien entendu. Et, euh, et ensuite, bon, alors le reste, c'est déjà en train de se faire, hein. Les grandes usines de batteries sont en construction. Il y en a une qui a commencé à Dunkerque, il y en a d'autres qui arrivent, les usines de recyclage aussi. Donc tout ça se met en place et permettra de résister. Voilà, j'ai un dernier chapitre sur les transports extraterrestres. Alors je ne vais pas insister longuement. C'est les deux types de transports qu'on ne peut pas électrifier massivement. Donc le cargo. Le cargo, il y a des solutions quand même avec d'une part l'assistance éolienne et puis avec le fait de mettre de l'ammoniac dans les moteurs diesel existants, l'ammoniac qui serait fait à partir de renouvelables et d'hydrogène. C'est pas très efficace, comme j'ai dit tout à l'heure pour les voitures, mais quand on n'a pas d'autre solution, ben, on peut faire ça. Enfin, l'ammoniac, c'est un peu mieux que des carburants de synthèse parce qu'il n'y a pas de carbone. Voilà, pour l'avion, c'est encore plus compliqué parce que là, il faut probablement des hydrocarbures. Et aujourd'hui, regardez ce qui est produit aujourd'hui comme ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel, les fuels soutenables. En fait, c'est essentiellement à partir d'huiles euh, animales ou végétales, et ça représente 1,5 pour 1000 du besoin. Donc là, on est très très loin du compte. On fera peut-être de la synthèse, on va peut-être retourner vers l'avion, les biocarburants qu'on produit aujourd'hui. On est quand même dans un problème majeur. Et là, certainement, la seule solution, c'est de ralentir la croissance du trafic aérien, voire de l'inverser. Sans un effort massif de sobriété sur le trafic aérien, ben, on ne peut pas y arriver parce qu'on n'a pas les techniques aujourd'hui et il va falloir longtemps pour les développer. Voilà, en conclusion, ben, je conclus simplement sur le fait que l'électrification est inéluctable, qu'elle est souhaitable, qu'elle est bonne pour le climat, que heureusement, ben, sur certains marchés, on va déjà plus vite que ce qui est nécessaire. J'ai ici ce qui est nécessaire pour rester en ligne avec les scénarios net zéro. Il faut en gros avoir 100% de part des électriques dans les voitures neuves en 2035. En principe, c'est ce qu'on aura en Europe. Certains pays d'Europe sont en avance sur ce scénario-là. Bon, je ne parle pas de la Norvège et de l'Islande qui sont européens par le continent, mais pas par l'Union. On a la Suède, on a les Pays-Bas. En France, on n'est pas si loin. La Chine est elle-même en avance. Les États-Unis sont en retard. Le reste du monde est en retard. Il y a des coalitions qui se forment et qui veulent avancer ça, y compris dans plein de pays que vous ne soupçonnez pas. Je raconte tout ça dans ce livre et dans cette conclusion. Et je vous remercie de votre attention et je suis prêt à essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Cédric. Alors, il y a déjà Ah, trois questions. pardon, j'ai encore juste ça. Un petit quelque chose pour montrer que le changement technologique peut être rapide. C'est des photos que vous avez peut-être déjà vues. Il y en a une, c'est le matin de Pâques en 1900 de New York City sur la 5e avenue. Il n'y a que des voitures à cheval et une automobile. Et puis 13 ans après, la même rue, le même matin, et il n'y a que des voitures à essence de pétrole ou électriques peut-être, quelques-unes, parce qu'il y en avait à l'époque, et une voiture à cheval. Voilà, donc en 13 ans, on a changé complètement de système de locomotion. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible, c'est à notre portée et nous devons le faire. Voilà, j'ai ici le détail de mes chapitres, si vous voulez poser des questions aussi en référence aux titres ou aux intertitres, n'hésitez pas. Je vous remercie, excusez-moi de cet ajout. Alors, première question, c'est la mienne. Elle concerne les camions électriques. Il y avait Oui. plusieurs systèmes qui sont proposés aujourd'hui par les industriels, les camions à batterie, les camions qui se rechargent à mesure qu'ils roulent, notamment par des systèmes de caténaire ou des systèmes à induction. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont le ou les systèmes qui seraient les plus efficaces? Alors, c'est une bonne question. J'ai tendance à penser, j'ai longtemps soutenu l'idée des camions avec qui se rechargent en même temps qu'ils roulent. Alors certains me disent oui, mais alors pourquoi ne pas faire des trains? La réponse, c'est parce que
Le camion permet d'accéder en tout lieu et en tout point sans rupture de charge, sans transbordement. Et ensuite, il peut, sur les parties où les camions sont nombreux, sur la voie de gauche des autoroutes, il pourrait là être alimenté par des caténaires et puis utiliser ensuite, ou un autre système, je vais en parler, et ensuite utiliser sa batterie pour rejoindre son point initial ou son point final, sa destination finale. Donc c'est un système qui combine les avantages sans avoir besoin, ce qu'on développe aussi en France, hein, il y a beaucoup de transports combinés. En fait, il y a pas mal de stations qui permettent des transbordements, mais voilà, ça ne fait qu'une petite partie du trafic. Euh, c'est une solution que je trouvais élégante. Alors, en fait, il y a trois façons de faire. Il y a l'induction, comme tu as dit, mais c'est vraiment la formule la plus chère. Parce qu'il faut beaucoup de cuivre noyé dans la chaussée. Le caténaire, c'est une solution pragmatique. Alors, les sociétés d'autoroutes sont assez hostiles pour des raisons discutables. Disent que bah, on ne peut pas faire venir un hélicoptère de secours si un camion se renverse, on ne peut pas amener une grue, etc. Bon, euh, voilà, elles ont des réserves à ce sujet. Il y a une troisième formule qui est testée en Suède et qui est celle du rail dans la chaussée. Alors, ça paraît un peu bizarre, euh, mais il y a des tests qui sont faits en Suède dans des conditions où il y a d'ailleurs de la neige. C'est un peu comme le tramway de Bordeaux ou d'autres hein, qui sont alimentés par un rail dans la chaussée euh, qui ne délivre de l'électricité que quand le tramway est dessus. Et ça pourrait être pareil pour les camions. Ça a un des avantages, c'est que ça permettrait à certaines voitures de faire pareil, de s'alimenter aussi en roulant. Euh, alors c'est un système, il faut mettre tout le monde d'accord. Il y avait un plan en France, hein, il y avait un plan avec 5000 km, puis 11 000 km d'équipés à la fin, qui aurait mis tout point de la France à moins de, je sais plus, 150 km d'un système de chargement de ce type. Euh, c'est sympathique, mais alors le progrès des batteries est tel que je ne sais pas si ça sera vraiment nécessaire. Et puis ça demande plus d'organisation, surtout qu'en fait, il faudrait le faire à l'échelle de l'Europe. Donc voilà, ce serait une décision européenne à prendre et ça n'est pas simple. Mais les batteries lithium fer phosphate, pour l'instant, font le boulot. Alors, il y a un autre système hein, qui est à l'œuvre dans certains pays, en Chine en partie, qui est proposé parfois pour les voitures, qui est compliqué pour les voitures, vu l'endroit où on met les batteries, idéalement, c'est plutôt pour servir de châssis, c'est le système du changement de batterie. Mais pour les camions, c'est pas exclu parce que c'est plus facile, il y a plus de volume, donc on peut plus facilement avoir une batterie aisément accessible et remplaçable. Donc là, à l'étape, on change la batterie vieille pour une batterie neuve. Ça ne diminue pas la masse totale des batteries, ça fait qu'il y en a moins qui roulent. Euh, on baisse le poids des batteries qui roulent, mais on ne baisse pas le poids total des batteries, puisque quand il y en a une qui roule, il y en a une autre qui se recharge. Voilà. Mais ça reste une solution assez élégante et qui est plus facilement combinable avec la solution des batteries qui font tout le travail. Alors là, il y a tout un jeu de questions. On commence par Pascal Verdeau. France Télévisions. Oui, bonjour. Merci, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, alors je viens d'envoyer ma question en fait par écrit, mais comme c'était une double question, euh, vous venez de nous dire que la voiture électrique arrivait à un prix abordable et ma remarque euh, visait à vous dire qu'il faudrait aussi maintenant, bien évidemment, rassurer les clients potentiels sur l'évolution de la technologie et notamment la valeur de revente un jour de ces véhicules électriques. Je voyais par exemple qu'aux États-Unis, Hertz avait décidé de revendre carrément sa flotte de voitures électriques. Et puis j'avais une deuxième question sur la Chine qui domine, on le sait, le marché mondial, avec des atouts qu'on connaît, un secteur aidé sur l'énergie, les batteries, l'assemblage. Il se trouve que la Commission européenne vient enfin de déclencher, il y a quelques mois, une enquête sur justement ce secteur aidé chinois
avec peut-être, mais à long terme, des mesures protectionnistes, il faudra au moins près d'un an pour diligenter cette enquête. Est-ce que sur l'arrivée des véhicules chinois en Europe, dans une véritable concurrence équitable, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Alors, merci pour vos questions. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite difficulté paradoxale sur la voiture électrique d'occasion, qui est que l'évolution technologique est tellement rapide que le problème euh, maintenant sera moins celui de l'usure. Alors, je dis maintenant parce que des batteries qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans, effectivement, elles pouvaient arriver à un moment où tout à coup elles se mettent à perdre pas mal de leur autonomie. Les batteries, on en fait des batteries de seconde vie, on peut les réutiliser, mais pas forcément euh, dans un usage automobile. Aujourd'hui, on a des batteries, je pense, qui vont durer nettement plus longtemps, notamment les LFP, et alors les sodium-ion seraient imbattables si on les met dans les voitures. Et donc les voitures vont pouvoir durer très longtemps, parce qu'il y a beaucoup moins de pièces que il y a beaucoup moins d'entretien, il y a beaucoup moins de pièces mobiles que dans une voiture thermique. Mais l'évolution est tellement rapide qu'une voiture euh, aujourd'hui bah, sera peut-être dépassée dans 10 ans par des voitures qui auront plus d'autonomie, sont plus légères, auront des matériaux différents, etc. Donc ça, c'est effectivement un souci. En même temps, ça veut dire aussi qu'on pourra garder sa voiture probablement très longtemps. Il y a des Tesla qui ont 1 million de kilomètres. On n'a pas toujours ça avec des voitures thermiques. Euh, voilà, c'est vrai que ça risque d'être un peu différent. Enfin, moi, j'ai acheté une voiture électrique d'occasion, mais elle marche très bien. Mais je conçois qu'il y a une inquiétude. Alors, Hertz et Sixt ont revendu une partie de leur flotte électrique, pas la totalité. Euh, je pense qu'il y avait aussi un problème, ils ont un peu essuyé les plâtres, que certains clients n'avaient pas les codes pour utiliser les voitures électriques. Les voitures électriques, elles ont, les Tesla en particulier, elles ont une accélération redoutable et elles ne sont pas exactement, alors la carrosserie oui, mais si le châssis est touché, elles ne sont pas réparables de la même façon que des voitures thermiques. Euh, Si on a un accident plus ou moins sévère qui touche le châssis, la réparation peut coûter plus cher. Encore que les chiffres, je les donne dans le bouquin, en moyenne à 4 000 $ sur une thermique et à 5 000 quelque chose sur une électrique. C'est pas un gouffre. Voilà, mais je pense qu'ils ont dû avoir un certain nombre de problèmes avec des clients qui ne se doutaient pas que leur voiture serait aussi sportive et qui ne savaient pas forcément la maîtriser tout à fait. Euh, voilà. Donc, mais moi, j'ai loué aussi chez un loueur des voitures électriques plus modérées, françaises. Et j'en étais très content et je pense qu'il continue de les louer. Il y a une deuxième question sur la Chine. Alors, sur la Chine, ce qui est mis en place, c'est deux choses, hein. C'est quand même cette enquête, bien sûr, l'enquête dont vous parlez, mais aussi le, une preuve à apporter sur la qualité écologique de la voiture qui va obliger à remplir beaucoup de papiers. Je pense que c'est une protection qui est nécessaire pour l'obtention du bonus. C'est-à-dire que le bonus, alors qui a malheureusement été diminué, euh, bah, il tend à mettre un peu plus la balance égale entre une voiture fabriquée en Europe et une voiture fabriquée en Chine et exportée en Europe. Euh, la plupart des voitures fabriquées en Chine ne seront pas éligibles à ce bonus avant quelques années. Euh, je pense que quand même, au train où les industriels chinois de l'automobile et les autres s'équipent d'énergie renouvelable, il n'est pas exclu que dans quelques années, ils deviennent éligibles au bonus ayant fait la preuve du faible contenu en CO2 de leur fabrication. Mais pour l'instant, ça va être effectivement des voitures non éligibles au bonus, donc ça va aider l'industrie européenne par rapport aux deux industries américaines et chinoises. Question de Stéphane Signoret. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui.
Oui. Ok. Alors, j'ai deux questions, s'il vous plaît. En tout cas, merci de la présentation. Une première sur l'équilibre du réseau électrique que vous avez évoqué en introduction, mais vous n'êtes pas tellement revenu dessus. Dans quelle mesure, alors je vois bien la note optimiste d'imaginer que toutes les voitures ou une grande partie du parc pourraient utiliser les batteries pour stocker ou déstocker l'électricité, mais est-ce que c'est pas loin de la réalité pour l'instant? Enfin, en tout cas, on n'imagine pas encore ça à grande échelle. J'aimerais bien votre avis là-dessus. Et puis la deuxième question concerne l'accès au lithium. Alors j'ai bien vu ce que vous amenez sur l'extraction et tout ça. Enfin, je fais référence au scénario négawatt où il y a une notion d'équité aussi, d'accès aux ressources minérales. Où Négawatt dit la France c'est 1% de la population, donc on a accès à 1% des réserves, ce qui est possible sur beaucoup de métaux, mais qui bloque assez vite sur le lithium apparemment. Voilà, je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous inspirait des remarques. Merci. Ben, merci pour vos questions. Euh, alors, une voiture de citoyen moyen, elle est quand même immobile 23 heures sur 24. En gros, hein, les déplacements, c'est en gros un peu, c'est 1h06, je crois, en moyenne, euh, chez nous, dans les enquêtes de déplacement. Donc, ça fait 23 heures où elle est connectée, où elle est connectable, pas forcément, ça dépend où on se trouve, mais où théoriquement elle pourrait être connectée au réseau sans rouler, donc servir ou à se recharger, ou éventuellement, dans d'autres cas, à renforcer le réseau et à se substituer à lui ou en partie pour alimenter une maison ou une charge électrique quelconque. C'est le V2Grid qui va être possible avec la Renault 5 hein, qui arrive et qui va être la première voiture de grande série équipée d'un système, d'un chargeur bidirectionnel qui permet. Alors, ensuite, ce qu'il faut, ce sont les signaux. Comme disait Marcel Boiteux, le président d'EDF pendant très longtemps, il faut que les tarifs expriment les coûts comme les horloges donnent les heures. Et c'est toute la question. Pour l'instant, on a des tarifs plutôt plats, alors, sauf le tarif tempo. Voilà, mais on n'a pas des tarifs en temps réel qui vont refléter les coûts, c'est-à-dire qui vont refléter l'abondance relative ou la pénurie relative d'électricité dans le système. Euh, Lorsqu'on mettra ça au point, on donnera une incitation forte qu'on a déjà quand même. Il y a le tempo, mais il y a aussi le tarif jour-nuit pour les chauffe-eau électriques depuis 40 ans, je pense. Donc on connaît le principe, hein. Il faut un peu le généraliser et le rendre plus flexible parce que ça va dépendre en temps réel. On va prévoir avec quelques heures d'avance si on sera dans une période de pénurie ou une période au contraire de surplus, et on peut donner aux gens le signal que oui, ils peuvent consommer un max d'électricité, en mettre de côté, ou non, il vaut mieux qu'ils se restreignent, et éventuellement, s'ils le souhaitent, qu'ils en revendent un petit peu de l'électricité qu'ils ont mis dans leur batterie, s'ils n'ont pas un besoin d'autonomie immédiat, s'ils prévoient, etc. Évidemment, il faut que ce soit une incitation et pas une obligation, mais que ceux qui veulent puissent tirer avantage de ces différences de prix pour, à certains moments, revendre de l'électricité qu'ils auront acheté 2 ou 3 fois moins cher et la revendre au réseau. Donc, tout ça n'existe pas aujourd'hui. Tout ça voilà, là, on a une première voiture qui arrive avec le mécanisme pour le faire. Il reste à mettre en place le mécanisme tarifaire pour le faire. Et je pense que ça va venir progressivement. Alors peut-être plus vite dans les pays qui sont en avance sur nous, sur la quantité d'énergie renouvelable variable qu'ils ont dans leur système. L'Allemagne est à 52% avec un peu d'hydraulique, donc on n'est pas encore tout à fait à 50% sur le variable. L'Australie du Sud est très en avance, l'Irlande, l'Espagne, etc. Nous, on a beaucoup de nucléaire et on a nettement moins de renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire la même chose, parce que on a du nucléaire surabondant la nuit en été et en manque dans la journée en hiver. Donc ça, on peut jouer aussi avec le nucléaire, hein, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'il va falloir avancer sur ces tarifs pour voir se développer ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un problème un 1er août si tout le monde part le même jour pour faire 800 km pour partir en vacances.
Une question ou deux questions, je ne sais pas, de Concepción Alvarez, de Novetic. Oui, bonjour, merci Valérie, merci Cédric pour cette présentation. Alors j'ai une question sans doute moins technique. Quand on entend votre discours, on se dit bah, super, c'est un discours qui rassure. On va pouvoir, alors c'est une bonne nouvelle ou pas, on va pouvoir continuer comme aujourd'hui, sans changer grand-chose finalement, en changeant seulement le moteur de nos voitures. Euh, mais finalement, on sait qu'on va devoir limiter l'extraction de ressources, limiter, enfin voilà, que l'électrification, la quantité d'énergie, d'électricité produite, il va y avoir des conflits d'usage, donc on va devoir prioriser. Est-ce que finalement, ce genre de discours n'omet pas de dire que la priorité doit rester la mise en place de politiques publiques qui vont favoriser les modes de transport, d'où plutôt que la voiture électrique, laisser plus de place au vélo, voilà, aux piétons, on peut imaginer vous montriez deux images de New York à 13 ans d'écart. Est-ce que demain, la ville de New York ne pourrait pas ressembler plutôt à de grandes avenues avec plein de piétons, des vélos, quelques bus, voire quelques voitures électriques pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement? Mais il faut peut-être rappeler que la majorité des déplacements en voiture en France font moins de 5 km, donc il y a des alternatives. Voilà, du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas réserver cette voiture électrique à ceux qui ne peuvent pas se déplacer et inciter les producteurs à fabriquer des véhicules plus légers, pas des SUV électriques dont on sait les limites, et des véhicules plus légers qui seraient plus accessibles aussi financièrement? Alors, merci pour vos questions. Je m'aperçois que je n'ai pas tout à fait répondu au lithium. J'y reviendrai peut-être. Euh, je suis évidemment favorable à toutes ces politiques publiques qui visent à favoriser les transports doux, les transports en commun, la marche à pied. Dans les rues de New York, on avait des tramways électriques et ils ont été démantelés malheureusement. Bon, certains, je raconte ça dans le livre aussi, certains expliquent que ça a été une politique de Big Oil et c'est un peu plus compliqué que ça parce que même les sociétés qui n'avaient pas été rachetées par General Motors ont aussi fermé leur ligne de tramway il y a très longtemps. Euh, je suis favorable à tout ça. Je ne pense pas qu'il faille opposer ces politiques à les politiques en faveur de la voiture électrique. Euh, Pourquoi? Parce que, comme je l'explique dans le chapitre 3, ces politiques ne vont pas déplacer des masses considérables de transport automobile. Beaucoup de déplacements se font sur moins de 5 km, oui, c'est vrai, mais les gens, à tort ou à raison, veulent avoir une voiture qui leur permette aussi de faire 50 ou 200 km pour aller voir quelqu'un de leur famille dans un autre département et partir en vacances éventuellement à la mer ou à la montagne, et ça peut être 800 km, etc. Euh, et les études montrent que voilà, quand on a le fer qui fait 10%, les transports en commun qui fait 5%, on imagine l'effort considérable qu'il faut pour doubler cette fréquentation. Et on s'aperçoit que ça réduit les transports automobiles de quelques pourcents. Euh, c'est pas moi je suis pas seul à le dire. Dans un livre récent, David Draïs et Thierry Desjardins, je crois, euh, La Révolution obligée explique que voilà, si on augmente de façon considérable les alternatives, on réduit de 5% le trafic automobile. Euh, donc voilà, ça c'est pour la première suggestion. Pour la deuxième, qui est de faire des voitures plus légères, ça n'est pas l'électrification aggrave la question du poids des voitures. Euh, En même temps, les voitures ont pris de l'embonpoint indépendamment de ça pour des raisons de normes de sécurité. Euh, mais c'est une évolution qui est tout aussi importante à cause de ça. Euh, et au fond, euh, qu'est-ce qu'il faut dire? De façon provocatrice, je dirais un SUV électrique, il va économiser bien plus de CO2 par rapport à un SUV thermique qu'une petite voiture électrique par rapport à une petite voiture thermique. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas la comparaison qu'il faut faire. Moi, je pense que c'est la comparaison qu'il faut faire parce que on est dans un pays démocratique et on veut que réduire, réduire, faire disparaître les émissions de CO2 liées au transport. On ne peut pas penser qu'on va convaincre euh,
tous nos concitoyens sans contrainte de rouler en vélo d'ici 20 ans, ou de prendre que des transports en commun qui existent dans le centre des villes, bien sûr, mais qui sont compliqués quand il faut aller d'une grande banlieue à une autre grande banlieue et qui sont très compliqués quand il faut aller d'un point dans l'espace rural à un autre point dans l'espace rural, fut-il à 5 km. Donc, non, les solutions n'existent pas toujours. Alors, il faut sans arrêt en trouver des nouvelles. Il y a des gens qui ont imaginé de faire suivre de l'autopartage ou plutôt du covoiturage, de relier ça, de trouver des systèmes informatiques pour relier ça à des bus à haute fréquence et ensuite à des transports. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Mais ça ne résoudra pas notre problème de climat. Ça, si ça réussissait à diminuer de quelques pourcents nos émissions, ce serait déjà formidable. Je suis pour à fond, mais ça ne suffira pas et il nous faut des voitures électriques et on ne peut pas obliger tous les gens à rouler dans des... Écoutez, les voitures électriques à deux places qui pèsent très peu et qui ont deux places et un coffre pour transporter les provisions, ça existe, ça s'appelle des voiturettes sans permis. Il y en a qui sont électriques, elles sont sur le marché, vous pouvez en acheter, mais je constate que ça représente un pour mille du marché. Donc, c'est pas ce que les gens veulent et on ne peut pas les forcer. On peut, jusqu'à quel point peut-on forcer les gens à la sobriété? Moi, j'ai regretté en 2022, en février, fin février, quand il y a eu l'agression russe en Ukraine et qu'on s'est posé la question les gens ont dit on va boycotter le gaz. Et moi, j'ai fait des tribunes pour dire non, non, il faut s'intéresser au pétrole. Le pétrole, c'est bien plus important que le gaz pour les Russes et pour nous aussi. Et par exemple, on pourrait ramener la vitesse limite sur autoroute de 130 à 110 km/h. Du jour au lendemain, on économise 15% du pétrole. Formidable, faisons ça. Ça, on peut faire parce que la limite existe déjà, on la modifie un peu. Nos gouvernants n'ont pas osé le faire, de peur d'avoir tout le monde dans la rue. Mais voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. Mais obliger tout le monde à avoir une petite voiture ou un vélo plutôt qu'une grosse voiture, c'est-à-dire celle dans laquelle on peut mettre sa famille et son chien, je ne crois pas qu'on puisse faire ça. Il y avait un complément de réponse sur le lithium, me semble-t-il, pour Stéphane Signoret. Oui, alors le lithium, oui, bah, c'est un de mes points de désaccord avec Negawatt. Voilà. Euh, Pourquoi? Parce que le lithium, il y en a partout. Le lithium, c'est présent dans le sous-sol à peu près dans les mêmes quantités que le cuivre. J'allais dire 3 fois moins, mais peu importe, c'est les mêmes ordres de grandeur. Et nos besoins en lithium, c'est 2 ordres de grandeur inférieurs à nos besoins en cuivre. Donc voilà, si on peut résoudre la question du cuivre, on résoudra, mais a fortiori et 50 fois la question du lithium. C'est vraiment une fausse question. Euh, Ensuite, bah, il faut les questions d'équité, faut les poser, bien sûr, mais il faut les poser euh, d'une façon réaliste, pas d'une façon qui nous empêche de faire la transition. La transition doit être juste, mais on n'a pas une pénurie de matériaux pour la faire. On a un problème de rythme d'extraction. La meilleure façon d'être équitable, c'est de dire, bah oui, on va devoir faire de l'extraction un peu chez nous et de la transformation de métaux un peu chez nous. Et pas laisser le travail un peu sale uniquement aux gens des pays en développement. Ça, ce serait une forme d'équité, je pense. Alors, il y avait une question d'Esther Amar aussi, sur un sujet un peu connexe. Alors, je vais la poser à sa place. Ça concernait un sujet un petit peu différent. Esther se demandait ce Oui. que tu penses de la récente décision de Laurent Wauquiez de ne plus financer de projets d'implantation d'éoliennes via le fonds d'investissement OSER de région Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, alors, je ne sais pas ce que le fonds d'investissement finance effectivement, parce que la plupart des projets renouvelables, je ne sais pas s'ils font appel à ce fonds. Pour moi, la plupart des projets renouvelables sont financés par des financements privés et des financements bancaires. Donc, je ne sais pas si ça a un impact considérable ou si c'est juste une décision d'affichage. Quoi qu'il en soit, elle est très mauvaise. Pour quelle raison? Parce que la France est un pays tempéré.
dans les pays tempérés, la demande d'électricité est en gros 2 fois plus importante en hiver qu'en été. L'énergie solaire, ça marche surtout en été et l'énergie éolienne, ça marche surtout en hiver. Donc, tous les modèles dans tous les pays tempérés montrent un besoin d'énergie éolienne égal ou légèrement supérieur au besoin d'énergie solaire dans l'électricité. Euh, Parce que sinon, on se retrouve avec de gros surplus en été qu'il faudrait pouvoir stocker massivement pour l'hiver. Et ça, on sait le faire, mais à des coûts excessifs. Il faut le faire que pour les périodes où il y aurait vraiment pas beaucoup de vent et pas beaucoup de soleil, passer ce que les Allemands appellent les Dunkelflaute. Ça, on le fait avec des coûts élevés, alors qu'on a des solutions de stockage à court terme qui sont de moins en moins chères et qui nous permettent de passer la journée ou la semaine. Donc ça, c'est très bien, mais pour ça, il faut de l'éolien pour l'hiver et pas seulement du solaire. Donc, c'est un affichage qui, comme l'absence d'affichage du gouvernement sur l'éolien, hein, qui dit, alors, je le reconnais le gouvernement fait des efforts sur l'éolien offshore, mais c'est une autre façon c'est une autre façon de dire pas chez moi finalement, hein. L'éolien, c'est bon pour l'Allemagne et c'est bon pour la mer, mais c'est pas bon sur mon sol. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a besoin d'éolien terrestre, surtout que c'est le seul qu'on peut développer de façon relativement importante d'ici 2030, alors qu'on a des besoins d'électricité qui croissent, qu'on n'est pas prêt d'avoir du nouveau nucléaire avant 2035 ou plutôt 2040, et on ne sait pas à quel prix. Et donc, si on veut pouvoir remplacer les fossiles dans les bâtiments, l'industrie et les transports, il nous va falloir des quantités croissantes d'électricité très bas carbone. Sans éolien, on y arrivera, à mon avis, très difficilement. Et on aura un gros problème de stockage d'un excédent de solaire de l'été sur l'hiver. Voilà, c'est donc une mauvaise décision. J'avais une question que j'évoquais en introduction du webinaire qui portait sur le service rendu par les bornes de recharge, en particulier sur les grands réseaux interurbains, les autoroutes. Beaucoup, mais vraiment beaucoup d'usagers se plaignent de la piètre qualité du service rendu. Beaucoup de bornes ne sont pas entretenues d'une part, et d'autre part, le prix de l'énergie vendue par ce biais est souvent quasiment au même prix que celui des supercarburants. Est-ce qu'il y a une façon de réguler et sur la qualité du service rendu et sur le prix de l'énergie vendue, de réguler ce service? Alors, je pense que la situation s'améliore, peut-être encore trop lentement, mais elle s'améliore. En fait, elle s'améliore assez bien compte tenu du nombre de voitures qu'on a, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de bornes disponibles finalement. Il y a 118 000 bornes en France. Euh, le prix me choque un peu, mais pas tellement, parce que, au fond, l'essentiel, c'est de pouvoir et de développer les façons de se recharger chez soi avec de l'électricité au prix de l'électricité domestique, qui est, malgré les augmentations récentes, reste totalement imbattable et qui devrait d'ailleurs être modulée de façon à davantage refléter la nature de l'électricité. Bref, euh, si on se charge une fois sur 10 sur l'autoroute, même si là, ça coûte la même chose que l'essence, ça veut dire que 9 fois sur 10, on est nettement moins cher que l'essence. Et donc, quand on regarde le bilan économique d'une voiture qu'on a achetée, il y a encore un certain surcoût à l'achat, mais il va diminuer et disparaître d'ici 2 3 ans. Et ensuite, on sera plutôt moins cher avec l'électrique si la plupart du temps, on réussit à se recharger chez soi ou alors au travail, au magasin, à l'université, etc., etc. Voilà. Cela dit, le service rendu n'est pas parfait. Il y a trop de modèles différents. Il y a trop de choses où on ne peut pas juste payer avec sa carte bleue, tout simplement. Euh, et il y a effectivement des bornes qui ne sont pas toujours entretenues. Donc, je pense que les sociétés de route, peut-être les développeurs éoliens et solaires qui pourraient euh, mettre aussi des bornes sur leur parc ou à proximité sur l'autoroute le plus proche. Il y a beaucoup d'éoliennes qui longent les autoroutes. On pourrait avoir des connexions peut-être plus directes entre les unes et les autres. Voilà, il y a encore des progrès à faire de ce côté-là, mais je crois que la situation s'améliore.
C'est très important. Ça a été une des raisons du succès de Tesla immédiat aux États-Unis. C'est que Tesla, en même temps qu'il vendait ses voitures, il mettait en place un système de superchargeurs redoutablement efficace. C'est une question que les constructeurs automobiles ne doivent pas négliger et doivent s'en occuper. À propos de Tesla, l'une des innovations de ce constructeur, c'est d'avoir intégralement conçu sa voiture à partir de la batterie finalement et de l'électronique, contrairement aux constructeurs traditionnels qui ont, au départ en tout cas, adapté des modèles qu'ils fabriquaient à l'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer qu'il y a des modèles de véhicules électriques qui sont meilleurs pour l'environnement ou moins pires pour l'environnement que d'autres, ou est-ce que finalement tout se va? Non, bon, je sais pas s'ils se valent tous. Non, il y en a qui sont effectivement inutilement lourd ou inutilement performant, par exemple, ce qui crée une pollution par l'usure des pneus. Voilà, il y a quand j'apprends que M. Musk veut mettre sur le marché un roadster qui va faire atteindre 100 km à l'heure en une seconde, je trouve ça complètement idiot. Voilà, mais c'est tout. Je vais pas donner les bons points ou les mauvais points sur les différents modèles. Il y a des très bonnes voitures électriques faites par des fabricants européens ou français. Il y en a des très bonnes en Chine, il y en a des très bonnes aux États-Unis. Il y a euh, non, non, je vais pas entrer dans cette distribution de bons points. Y a-t-il d'autres questions, remarques ou non? Alors, s'il n'y a plus de débat, je voudrais juste, avant de clôturer ce webinaire, vous rappeler les prochains rendez-vous de la JE. Le 19 mars, un colloque à Montpellier sur la gestion de l'eau à l'aune du réchauffement. Le 28 mars, nous recevrons un autre économiste, Patrice Geoffron, pour évoquer les pistes du financement des programmes nucléaires d'EDF, aussi bien en France qu'au Royaume-Uni. Et le 5 avril, un autre colloque, cette fois consacré aux espèces exotiques envahissantes, à Paris aussi. Merci à toutes et tous d'avoir participé à ce 5e webinaire de la JE et à très bientôt. Merci aussi à Cédric Philibert pour la présentation très claire de son 8e ouvrage. Merci à vous tous et ce livre sera donc en librairie le 21 mars. Bonne journée Merci. à toutes et tous.